Je suis très heureux, très honoré de recevoir Dr Amina Yamnian. Il avait une petite angoisse sur la prononciation du nom. Je lui ai dit que tout le monde m'appelait Amina. Voilà. Donc Amina, voilà tranquille. me voilà tranquille. Merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. Et lorsque nous nous sommes rencontrés pour causer un peu la semaine dernière, je me suis dit, mais quelle chance de l'avoir. Quelle chance de te connaître, quelle chance de t'avoir. Et je suis persuadé que nous allons passer un très bon moment. Docteur Amina, je vais t'appeler tout simplement Amina, si tu me le permets. Peux-tu simplement te présenter pour contextualiser ta présence ici? Bon, en tout cas, bienvenue à tout le monde et un grand merci pour votre invitation. C'est plutôt en sens inverse. Moi, je suis très honorée d'être là. Donc, je m'appelle Amina, une bonne fois pour toutes. Je suis docteur, je ne tiens pas spécialement à mon titre, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je suis gynécologue obstétricienne, donc j'ai l'habitude de dire que je travaille dans les vagins. C'est la raison pour laquelle il est inutile de tenter de me téléphoner, mieux vaut toujours laisser des SMS. La gynécologie obstétrique est une spécialité médicale qui est devenue extrêmement large et j'ai choisi de me spécialiser dans les suivis de grossesse, la médecine fœtale, parce que figurez-vous que le fœtus est un patient à part entière avant même d'être né et que ce travail impose une grande réflexion éthique sur la question de faire des enfants ou pas en faire, quel genre d'enfant, porteur d'une maladie, porteur d'un handicap, peut-être choisir de ne pas accueillir son enfant si son handicap devait être trop lourd. Bon voilà, donc ça a été un métier, un apprentissage extrêmement riche, auprès des hommes. Alors Solène parlait du lien, ça noue des liens incroyables, quoi, de faire ce type de médecine. Et puis j'ai fait ça dans les plus grandes maternités. J'étais d'abord à Louvain en Belgique, qui est un des centres de référence européens. Et puis à Necker ensuite, pendant une dizaine d'années aussi, enfin presque une dizaine. Et puis j'ai choisi de bifurquer un peu de cette médecine de très haute voltige et de m'installer dans un cabinet privé parce que j'avais besoin justement que le lien perdure. C'est-à-dire que ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que... ce qu'on faisait à Necker, c'est qu'on était vraiment à aéroport de Paris. À Louvain, c'était la même chose. Les femmes venaient, faisaient atterrir leurs gros porteurs, des histoires incroyables sur le plan médical. Et puis elles repartaient dans la vie. Nous, on faisait du mieux que ce qu'on pouvait pour que ça se passe bien pour elles au moment venu, là. Et après, on n'avait plus trop la suite des histoires. Et donc... je crois que j'avais fait mon tour de ça, parce que c'est une médecine qui est quand même très très exigeante. C'est dur, voilà. Et puis j'avais envie de quelque chose un peu plus de slow médecine, de quelque chose autour du sens pour les femmes, quoi. Voilà. Et donc j'ai bifurqué dans le privé ensuite pour pouvoir avoir l'opportunité de mener ce travail-là comme j'en avais envie et de me sortir des contraintes hospitalières qui sont... Certaines sont obligatoires, certaines le sont moins. Ceux qui ont envie de lire mon bouquin comprendront ce que je veux dire là. Et on m'a demandé d'être la chef de service de la maternité de l'hôpital américain où je faisais mes accouchements habituellement, ce que j'ai fait pendant 2 mandats, 6 ans. J'ai vu à quel point c'était dur de sortir des contraintes institutionnelles, mais j'ai fait quand même. Et puis, dans le même temps, j'ai créé un cabinet de consultation gynéco qui s'appelle la Clinique des femmes et dont le leitmotiv était gynéco-obstétrique. Et puis pas cancer, pas infertilité, pas médecine fœtale, c'est gynéco-obstétrique bientraitance. Là, ça, c'est la tagline de mon cabinet parce que j'avais bien repéré que dans les soins, quand même, les femmes avaient besoin qu'on soit, enfin les femmes et leurs conjoints d'ailleurs, avaient besoin qu'on soit bien traitante avec eux, bien traitant avec elles, pardon. Et donc, on a organisé ce travail et j'ai cofondé cette clinique avec Louis Alvarez, qui est pédopsychiatre et psychiatre d'adulte et qui est spécialisé dans la prise en charge des parents qui subissent l'adversité autour de la naissance de leur enfant. Voilà. Merci pour cette belle présentation. On va approfondir la réflexion. Tu viens de sortir ce superbe livre, Prendre soin des femmes. Ma première question, Amina, est la suivante. En paraphrasant Simone de Beauvoir, est-ce que je nais femme ou je le deviens ?
le devient, ça. Elle a théorisé, elle avait bien vu. Bien sûr, on le devient. Et c'est peut-être là un point très important. On le devient, alors en gynéco-obstétrique, pour le plus beau jour de la vie, autour d'un très heureux événement. Beaucoup de femmes sont très très bien placées pour savoir que ce n'est pas exactement que de ça dont il s'agit. Donc les femmes sont très aux prises avec les légendes urbaines, quoi. Parce que quand vous avez 3 ans, 4 ans et qu'on dit t'auras combien d'enfants, on ne vous demande pas si t'auras des enfants, t'auras combien? T'auras des filles ou t'auras des garçons? Comme si on avait le choix. Voilà. Et la légende naît assez vite, assez tôt et ancrée. Et puis, effectivement, tu verras, c'est fantastique. Tu verras ton bébé, tu vas tomber raide amoureuse de lui dès le premier jour. Enfin, on raconte des tas de trucs comme ça. Et puis, il s'avère que les femmes, ça peut être tout à fait autre chose. Et beaucoup de femmes se trouvent beaucoup dans la culpabilité, la solitude, de se rendre compte que c'est pas ça qu'elles vivent. Or, c'est ça que tout le monde raconte tout le temps. Et donc, elles osent pas trop dire, quoi. Et donc, on devient femme au sens où il s'agit de perpétuer l'exclusive comédie autour de cette question. Or, bien sûr, avoir des enfants, c'est formidable. Bien sûr, donner naissance à son petit, c'est incroyable. Mais c'est pas que le plus beau jour de la vie. Ça peut être un sale jour aussi, d'ailleurs, tant qu'à faire. Et c'est pas que un heureux événement, c'est pas que. Voilà. Et donc, moi, je veux bien prendre le petit chemin de travers, le petit pas de côté autour de ce point très particulier, parce que je pense que refuser ça aux femmes, et à leurs conjoints d'ailleurs, c'est ne pas leur permettre d'avoir accès à ces réalités et de prendre soin d'elles-mêmes. Voilà. Alors, en prenant soin, tu le disais dans ta présentation tout à l'heure, tu as écrit ce livre pour dénoncer la maltraitance dans la gynécologie. Qu'est-ce qui vraiment t'a poussé à écrire ce livre et quelles sont les différentes manifestations concrètes de la maltraitance dans le domaine de gynécologie? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire le livre? Alors, pour le coup, j'ai vraiment été poussée. Donc là, je voudrais remercier la Maison Flammarion, parce que c'est eux qui sont venus me chercher en disant « il faut écrire ce livre ». En réalité, j'avais beaucoup de patientes, plus que des patientes, quoi, des femmes avec qui je partage beaucoup de choses, qui n'arrêtaient pas de me dire depuis 3-4 ans « il faut écrire un livre ». Et moi, je ne voyais pas très bien qu'est-ce que je pouvais avoir à dire, parce que je considérais que je faisais rien que mon travail, et au minimum, il faut au moins faire ça pour s'occuper des femmes. Donc, je ne voyais pas ce que je pouvais bien avoir à dire aux autres sur ce que j'estimais être vraiment la banalité et le point zéro de mon travail. Néanmoins, j'ai bien vu aussi qu'il y avait beaucoup de femmes qui commençaient, grâce au réseau, prendre la parole et tout ça, se plaindre du sort qui leur est fait à l'intérieur des soins. Je voyais bien que j'avais des patientes qui venaient me dire « moi, j'ai choisi de faire un enfant, j'ai cherché longtemps, c'est chez vous que j'ai choisi de venir. » Pas du tout par hasard. Donc là, je me dis « bon, Amina, si ça commence comme ça, c'est qu'il y a bien quelque chose. » Voilà. Et donc, à force d'échanger avec ces femmes, ces couples, à force de lire aussi ce que les femmes avaient à dire qui me paraissait, moi, assez vrai, c'est-à-dire quand on lit les récits sur les violences gynécologiques et obstétricales, non seulement ça laisse bouche bée, mais en plus elles disent vrai. Moi je sais, parce que je suis à l'hôpital aussi, à côté de ces femmes, donc je sais qu'elles ne bobardent pas. Et donc, je me suis dit, quand Flammarion est venu me chercher, je me suis dit, allez banco, j'y vais. Voilà. Donc, et tu as posé 2 questions en une, ce qu'on ne doit jamais faire, tu sais ça? Oui, on ne mais pose je fais qu'une exprès question à la parce que fois. je sais que tu vas répondre, n'est-ce pas? D'autant plus que mes questions sont liées. Qu'est-ce que tu m'as demandé d'autre? Je sais plus. Donc pourquoi tu as écrit ce livre et quelles sont les que manifestations concrètes de la violence des maltraitants gynécologiques? Bon. Alors, il y en a une, elle est taboue, elle est déniée, elle n'est pas colligée. Il y a des femmes qui subissent les violences physiques, les attaques et le viol en consultation de gynéco. Voilà. Donc moi, j'ai quelques confrères qui sont condamnés, qui sont aujourd'hui en prison ce soir, pour des faits avérés. Donc comme on ne tient pas nos stats en France sur le sujet, on ne sait pas très bien de quoi on cause, mais c'est une affaire très sérieuse. Il y a une étude
menée en Europe unique. Elle a été faite en 2016 sur un échantillon de 7200 femmes dispatchées dans 6 pays européens. C'est des femmes qui sont enceintes et qui vont dans des centres de santé, qu'on dit dans notre jargon, centres de santé primaires. Donc elles sont enceintes et elles vont à tel et tel endroit. Et donc ces endroits participent à une étude. Et on leur dit, est-ce que vous êtes d'accord de répondre à un questionnaire sur la maltraitance dans les soins en gynéco ? Ce qui peut paraître assez dingue comme question, c'est assez intrusif. Sur les 7200 femmes, il y en a 6980 qui répondent. Voilà. Pour dire à quel point cette question ne paraît absolument pas incongrue aux femmes. Et l'étude démontre que 20% des femmes interrogées ont subi des abus dans les soins. Donc c'est les abus de faible niveau, les abus de moyenne gravité et les abus de très grande gravité. C'est classé comme ça. Alors, les abus de faible niveau, c'est chantage aux soins, menaces. Putain, j'aurais dû prendre mes notes, je ne me rappelle plus. Il y a un troisième point. Alors déjà, je me disais, putain, chantage aux soins et menaces, déjà, c'est gratiné, quoi. Moi, j'appelle. Enfin, eux, là, dans cette étude, ils l'ont classé dans les abus de faible intensité. Hein. Alors, intensité modérée, c'est insulte. Et dans intensité, l'abus de soins grave, c'est utiliser sa position de subordination en tant que soignant pour des attaques verbales, physiques et y compris sexuelles. Donc, ces abus très graves, c'est entre 0,3 et 1,3% des femmes. Vous imaginez ? 0,3 à 1,3. Toutes les 1000 consultations, il y a entre 3 et 13 femmes qui ont subi ça, quoi. Ça paraît quand même... on se dit, on n'est pas carré, nous, dans la profession, quoi. Donc, bon, voilà. Il y a des études qui ont été menées au Canada et aux États-Unis, et on tourne à peu près sur les mêmes constats. Hein. Donc, bon, ça fait assez flipper. Et il y a des femmes qui viennent en consultation, puis qui vous disent, je suis allée voir un gynéco, puis je lui ai dit que je voulais faire une IVG, il m'a dit non. Pas de ça chez moi. Alors c'est vrai qu'on on a le droit de faire valoir sa clause de conscience, mais le truc c'était, vous êtes jeune, peut-être qu'après vous allez rester stérile, vous allez le regretter pour le restant de vos jours, donc on voit bien la petite musique de la culpabilisation, voilà. On peut très bien dire à une patiente, écoutez, vous avez la liberté absolue et le droit de faire une IVG, moi je fais jouer la clause de conscience, je ne vais pas m'occuper de vous, j'appelle mon meilleur pote, il va vous prendre en charge, pour lui ça ne pose pas de problème. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire aux gens... Et donc, voilà, des femmes qui se voient récuser des contraceptions qu'elles ont choisies, par exemple. En France, aujourd'hui, je mets au défi aucune femme d'obtenir une stérilisation tubaire si elle n'a pas au moins 3 enfants et au moins 40 ans. Donc si vous avez 28 ans, 2 enfants et que vous savez que vous êtes au complet pour la famille, je pense qu'en France, enfin, on se connaît, quoi. Moi, je connais 2 filles qui font ça en France, sinon je sais que je ne pourrais jamais trouver quelqu'un pour accepter ça, qui est pourtant dans la loi, qui est cadré, chacun a le droit de choisir comme il veut. Et pour les hommes, d'ailleurs, c'est pareil aussi. Hein. C'est les mêmes types de contraintes. Ah, vous allez regretter à votre âge, vous vous rendez compte, si vous perdez vos enfants dans un accident de bagnole, comme si les enfants se remplaçaient comme ça. Voilà. Donc c'est ça que ça fait. Et l'autre chose, c'est en particulier, ça c'est beaucoup en obstétrique, justement en salle d'accouchement, puisque c'est un heureux événement, le plus beau jour de sa vie, donc personne ne s'inquiète, pas même nous. Et du coup, absence de consentement, minimisation de la douleur, des enjeux de l'accouchement, quoi. Et pour les femmes, du coup, des fois, une très grande déconvenue, une fois que le truc est passé et que tout s'est apaisé, de se dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, en fait, là ? Et ce que ça fait, c'est que ça génère du trauma, au sens psychiatrique du terme, hein, donc ça génère de la pathologie psy, avec des femmes qui renoncent aux soins. Et donc on voit, par exemple, il y a grande distance entre 2 enfants. Si une dame vous dit en 2024, ben, j'arrive, je suis enceinte, ah, vous avez déjà des enfants, oui, le premier est né en 2012, donc il y a 12 ans quand même, avant je faisais rien avec ça. Je me disais, la dame, elle fait des enfants quand elle veut. Maintenant, je pose la question.
Alors, soit la dame, elle me dit, ben oui, parce que j'ai divorcé de mon premier mari, le temps, machin, là, je viens de retrouver un nouveau mari, je suis tellement contente d'être enceinte, bon, voilà. Et puis 9 sur 10 vous disent, non, mais en fait, j'en ai tellement bavé pour mon accouchement qu'avec mon mari, on s'est demandé, voilà, là, maintenant, j'ai 40 ans, l'horloge biologique me sonne aux cloches et je me dis qu'il faut que je fasse l'enfant, mais je suis pas tranquille, hein, parce que si vous saviez ce qui m'est arrivé à l'accouchement de mon aîné. Et je dis, mais racontez-moi ce qui vous est arrivé. Puis alors, elle vous raconte des trucs, effectivement, que moi j'ai vus, hein, pire, auxquels j'ai même participé avant, la Amina d'avant. Et donc, c'est ça que ça fait, en fait. Et donc, c'est très, très grave. Ce que tu dis est passionnant. En tout cas, moi, je découvre beaucoup de choses. Ma question va peut-être être étonnante, mais aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, cet outil qui est en train de révolutionner tous les domaines, en quoi l'IA aujourd'hui va-t-elle aider à lutter contre la violence et la maltraitance dans le milieu gynécologique? Moi, j'ai trop hâte que l'IA ait déferlé sur la médecine. Hein. Ça va être formidable parce que, pour ceux qui ne sont pas médecins ici, la médecine occidentale est basée sur la probabilité. C'est comme ça qu'on travaille. Donc, si vous avez la larme à l'œil, la goutte au nez, les oreilles bouchées, la fièvre à 38 et mal aux muscles, c'est hautement probablement une grippe. Voilà, en 2020, ça peut aussi être un Covid. On a l'oreille bouchée, on a la fièvre, pourquoi pas, ce serait une otite. Mais c'est bizarre parce que les otites, ça donne jamais la larme à l'œil. Et en tout cas, c'est pas une jambe cassée. Hein. Ça, vous êtes d'accord? Donc nous, les médecins, on travaille que comme ça. Donc ça veut dire que pendant 12 ans à la fac de médecine, vous apprenez alors 2 choses essentielles sans lesquelles vous ne pouvez pas faire la médecine. 1, tous les signes liés à chaque maladie. Donc l'angine, je m'en rappelle encore, bien que je sois gynécologue, c'est de l'autre côté du territoire, mais ça donne mal à la gorge, trouble de la déglutition, fièvre, ganglion antérieur. Alors, si la gorge est rouge, c'est une angine virale. Si la gorge est blanche, c'est une angine bactérienne. Si l'angine est virale, c'est inutile de donner des antibiotiques. Vous pigez comment on fait? Et en sens inverse, un patient arrive et vous dit « j'ai la gorge blanche, qu'est-ce que j'ai ?» Et ça, c'est ce qu'on appelle les diagnostics différentiels. Il vous faut reconvoquer tous les étages. Alors, gorge blanche, ça peut être angine blanche, ça peut être lymphome, ça peut être mycose. Donc, vous voyez bien que moi, je suis gynécologue. Vous pensez bien que j'ai oublié, sans doute, j'aurais un copain ORL avec moi à côté de moi, il ricanerait en disant « Amina, il t'en manque 5, hein, gorge blanche, il y a encore 5 autres diagnostics. » Moi, je ne me rappelle pas. Alors que si l'IA s'en occupe, en fait, je suis peinard, je vais mettre gorge blanche, l'IA va me dire par ordre de probabilité, l'IA va me dire est-ce qu'il y a tel et tel signe associé, le patient, il peut même répondre en auto-questionnaire. J'ai mal aux oreilles, j'ai la larme à l'œil, l'IA va lui dire fais une PCR du nez, et là, on va faire la PCR, il va dire c'est du Covid. Ça va tout seul, il n'y aura même pas besoin de nous voir, on n'a pas Enfin, moi, je pense que le jour où ça va arriver, ça va être une révolution absolument fantastique, parce qu'il y aura beaucoup moins de risques d'erreur, j'ai pas oublié un diagnostic, beaucoup moins de risques d'errement diagnostique. La dame est venue me voir hier, j'en ai eu une, elle m'a envoyé un SMS, elle me dit « Amina, je crève de mal au bide, je suis en début de grossesse là, moi je l'ai vu la semaine dernière, je ne sais pas ce que j'ai. » Et j'ai vu le médecin aux urgences, il ne sait pas ce que j'ai. Et tout le monde pense à fausse couche, et tout le monde pense qu'elle est en train d'accoucher, et c'est pas ça. Et je lui dis, c'est un piège à con, ça peut être aussi une nécrose de fibrome ou une torsion d'annexe. Elle vient de m'envoyer SMS, j'étais dans le taxi, elle m'a dit c'était bien une torsion d'annexe. Moi j'y ai pensé, l'interne qui l'a vue n'y a pas pensé, elle est allée aux urgences à la Riboisière, elle a un frère qui est gynécologue au Mans, donc elle s'est fait opérer par son frère au Mans avec 24 heures de retard. Parce que vous voyez, c'est ça que ça fait. Hein. Alors que l'IA serait là, on a tout qui est bien, l'interne lui dit n'oublie pas la torsion d'annexe, le gars il va faire son boulot. Voilà. Donc moi j'ai hâte qu'on puisse faire ça, parce que pendant ce temps qu'on ne s'encombre pas le cerveau avec ça, de ne pas oublier, de ne pas se tromper, j'ai prescrit un antibiotique à la dame, heureusement, le niveau d'éducation des gens est bon, la dame vous rappelle, en disant vous m'avez prescrit de l'Augmentin, je suis allergique à la pénicilline, oh my god, j'avais oublié qu'elle était allergique à la pénicilline, vous voyez, donc, et donc on en fait des conneries comme ça, hein, beaucoup.
Et quand on va disposer de l'IA, on va en faire beaucoup moins. Et surtout, nous, ça va nous libérer un temps fou pour nous occuper des gens, au sens humain du terme. Et ça va être top. C'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que l'IA ne pourra jamais faire? Ah, ça, je ne sais pas ce que l'IA ne pourra jamais faire. Ça, je n'oserais pas me prononcer. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'elle ne fasse pas pour que vous ayez encore, en tant que gynécologue, à prendre soin des femmes Moi, je ne suis pas une concurrente de l'IA. Moi, si elle veut tout prendre, moi, je veux bien tout lui laisser. Tu vois, je ne suis pas en concurrence avec l'IA. Je pense que l'IA, c'est ma meilleure copine. Vraiment, sincèrement. En tout cas, aujourd'hui, où en est l'IA, pour l'instant, je pense qu'elle elle peut pas, pour l'instant, se mettre dans les interstices extrêmement fins de la question de ce qui fait de nous des humains. Elle ne peut pas, pour l'instant, venir compléter notre humanité à la fin. Donc, et ça ne va pas être tout de suite parce que c'est vraiment dans l'interaction qu'on finit par réussir à faire quelque chose de mieux que ce qu'un ordinateur pourrait probablement réussir à faire. Et donc, je reviens à l'obstétrique, là, mon cœur de métier. Quand une maman, je lui dis, c'est la première fois que vous êtes enceinte, donc vous avez 20% de risque d'avoir une césarienne à l'accouchement, plus 20% de risque qu'on ait besoin, nous, d'utiliser un forceps ou une ventouse pour accoucher. Donc 20 plus 20, ça fait 40. Donc il vous reste 60% de chance d'accoucher easy, genre inspiré, bloqué, poussé, bravo madame, c'est top. C'est que 6 chances sur 10. Alors déjà, les dames ne savent pas. Et ensuite, ce que je fais, qu'à mon avis l'IA ne peut pas faire, c'est que la dame, elle est interdite en fait. Et là, elle vous dit, mais moi, je ne veux ni césarienne, ni forceps. Ça, l'IA, elle ne va pas pouvoir répondre, parce qu'elle sait qu'on ne peut pas sortir l'enfant sans l'un, sans l'autre. Tandis que moi, je peux dire, ok, vous voulez ni l'un ni l'autre, si jamais on est obligé de faire ou l'un ou l'autre. Comment, qu'est-ce que vous préférez qu'on fasse ? Alors, vous avez des femmes qui vont extrêmement mal et qui vous disent, je vous dis que je ne veux ni l'un ni l'autre et je n'aurai ni l'un ni l'autre. Je vais accoucher comme une grande. Donc là, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui a des grandes vulnérabilités psychiques, qu'elle a besoin d'être aidée, cette femme, et qu'elle a besoin d'être soutenue. Si on a la chance d'être dans les 60%, tant mieux, pas vu, pas pris, elle est impeccable. Je nourris les pires inquiétudes concernant son lien à son enfant, parce que si l'enfant n'aime ni les pommes de terre ni les carottes, ça va être la chaille à chaque repas quand même. Et s'il veut faire ni Sciences Po, ni HEC, qui veut faire un CAP coiffure, ça va être la chaille à chaque rentrée scolaire. Et que ça, c'est mon métier aussi, d'amener des enfants auprès de parents qui sont un peu carrés, quoi. Voilà. Enfin, c'est pas carré, mais un peu en place, un peu robuste, voilà, sur leur base. Et que l'exercice finalement, du suivi de grossesse ou de l'accouchement, c'est un très bon exercice d'entrée en matière. Et ça, l'IA, je pense qu'elle peut avoir beaucoup de mal à le faire. En tout cas, là, ça va être compliqué de lui apprendre ça au démarrage. Parce que ça, c'est vraiment l'intelligence des liens humains, de l'émotion, de ce qui passe entre nous et les patientes. Mais c'est sûr que si nous, les gynécologues, en plus, on se contente de ne faire que vérifier les protéines dans les urines et la tension, ça, c'est sûr qu'on va se faire bouffer par l'IA. Hein. Alors, c'est pas la peine, effectivement, de dire il ne faut pas d'IA, notre métier est un art, ne touchez à rien. Si c'est pour garder des prérogatives qui n'ont pas de sens, effectivement, l'IA va nous balayer, ça me paraît clair. Alors, une dernière question avant de vous donner la parole. Le titre de ton livre, c'est « Prendre soin des femmes ». Ici, il y a des hommes aussi. Comment prends-tu soin des hommes, des papas ? Alors, ça demande énormément de travail parce qu'en plus, sur le plan... Alors, je parle que de l'obstétrique, mais sur le plan institutionnel, les hommes sont accueillis sur des strapontins en maternité. Hein. Déjà, ça s'appelle une maternité, vous n'avez qu'à voir. Il n'y a pas de mec, c'est bien entendu. Parce que ça pourrait aussi s'appeler une parentalité, cet endroit où on donne naissance aux enfants. Point du tout. Les lits sont à une place, les pères sont sur des
fauteuil au mieux, c'est ce que j'appelle être vraiment sur un strapontin. Donc on a quand même un problème. On reproche aux hommes de ne pas s'occuper des enfants, mais enfin le premier truc qu'on fait, c'est de commencer par les exclure du champ. Et ça, je pense que ça ne peut pas marcher en ce sens. Donc au cabinet, moi dans mon cabinet il y a 2 chaises déjà, c'est les mêmes, elles sont d'ailleurs les mêmes que la mienne parce que les pères ils sont toujours bienvenus. On s'organise pour que les pères puissent toujours être là. Des fois les papas ils envoient un SMS haletant en disant ma chérie je n'ai pas eu le temps de me garer, est-ce qu'on peut m'attendre et tout. Donc moi je dis à la dame on commence par les papiers, machin, on ira faire l'écho tout à l'heure, on attend votre mari. Enfin, j'essaye de faire en sorte de ne pas les laisser pour partie morte de l'affaire parce que pour eux ça s'amorce aussi là. Justement, eux, ils ont besoin encore plus d'être soutenus par nous parce que pour eux, la fabrication de l'enfant, elle n'est pas incorporée, quoi. Ça se passe c'est chez nous que ça se passe, c'est pas chez les garçons. Et donc, c'est d'autant plus compliqué d'être à côté. Voilà. Donc, c'est à nous de faire en sorte de mettre les papas avec. Et c'est hyper difficile parce que dès que vous arrivez à la maternité, alors il n'y a pas de lit pour le père, il n'y a pas de repas pour le père, l'anesthésiste, le gynéco, le pédiatre, le je sais pas quoi, ne veut pas que le père soit présent à l'accouchement parce que s'il y a une hémorragie, on ne sait jamais, s'il tombe dans les pommes, je ne vais pas m'occuper du mari plus de la dame. Déjà, demande au père qu'est-ce que lui veut. Les papas qui ne veulent pas venir, c'est devenu très rare. Pourquoi qu'est-ce que t'en as à foutre que le père soit présent sur une césarienne en extrême urgence ? Non mais, parce qu'il y a ça aussi, c'est la peur que le père voit une faute, une erreur, je sais pas quoi, et nous amène au procès. Enfin, moi, ça, c'est pas le genre de truc qui me gouverne, j'ai pas du tout peur de ça. Moi, bien sûr, je travaille, bien sûr, je fais des fautes, bien sûr, je commets des erreurs, et moi, j'ai pas à m'en cacher, en fait. J'aime mieux que le père soit là, qu'il soit présent, qu'il puisse soutenir sa femme, qu'il puisse accueillir son bébé, c'est pas grave. Et il y a surtout, par exemple, en pédiatrie, ça reste un truc qui dit, non, si l'enfant naît en état de mort apparente, parce que contrairement à ce que raconte la légende sur les réseaux, il y a des enfants qui naissent complètement chlasses, et puis il faut commencer à la ranimer. Mais c'est hyper impressionnant, l'enfant, il a l'air d'être raide mort, il est tout bleu, et donc quand on est un parent, voir son petit se faire réanimer comme ça par une équipe, c'est super impressionnant, les minutes paraissent des heures, et donc il y a beaucoup de professionnels qui disent non mais on ne peut pas imposer ça aux parents, c'est atroce, mais je dis mais mets-toi à la place du parent. Tu accouches, ton enfant a l'air complètement raide mort, et on te l'embarque et t'as 0 nouvelle. Oui, mais moi, c'est pas pareil, parce que moi, je suis médecin, je suis ça. Mais non, mais quand t'es en train de donner naissance à ton petit, t'es pas médecin, t'es juste son parent, en fait. Et donc, on voit bien que... Et c'est aussi nourri par une question de la prise de pouvoir des médecins. Voilà. Or, moi, je pense que justement, un parent qui voit une équipe qui se démène pour ranimer son petit et tout, il est justement rassuré sur le fait que l'équipe est transparente, l'équipe n'a rien à cacher, et voilà. Si ça va très bien, les parents, ils ont vu le mal qu'on s'est donné et qu'on s'en est sorti. Et si, à l'inverse, ça va très mal et que le bébé, il meurt, pour dire les choses très clairement, les parents, ils ont vu que l'équipe n'a rien à cacher, qu'on a fait notre taquet et que... Voilà. Parce que si vous partez avec un petit qui est tout chlasse et que vous revenez en disant « il est mort », les parents, ils commencent à nourrir toutes sortes de fantasmes en se disant est-ce qu'ils ont fait le boulot, est-ce qu'ils ont fait une erreur, voilà. Et je pense qu'au contraire, c'est assez délétère finalement ce terreau de vouloir faire nos trucs. L'enfant, il appartient aux parents, il n'est pas à nous. Et donc, ils sont là, quoi, ils sont présents. Merci, Amina. Une dernière question quand même. Au niveau des chiffres, combien y a-t-il environ d'accouchements par an en France et comment l'expliques-tu ? Y a-t-il une baisse de natalité ? Il y a en France depuis... D'ailleurs, c'est super intéressant de faire ce que je fais parce que ça m'oblige à bosser quand même. En 1970, il y avait déjà 710 000 naissances par an. Et en 2021, on était à 720 000 naissances par an. Et on a fait... donc, la France, c'est un pays qui fait 700 000 naissances plus zoom. Je crois qu'une année, on a fait un pic à 820 000, genre en 2015 par là, mais c'était vraiment exceptionnellement un pic. Pourquoi Macron s'est réveillé le 31 décembre dernier en plaidant le réarmement démographique ? Parce qu'on est descendu à 632 000.
Et que là, 632 000, vu le nombre qu'on est, vu l'âge qu'on a, vu combien de temps on reste pas mourir et vieillir et tout, il faut absolument être à 750 000 naissances parce que sinon on n'a pas assez de jeunes pour gérer les vieux, quoi. Voilà. Et donc, voilà. Alors après, moi, personnellement, je n'ai pas d'explication sur la baisse de la natalité, parce que moi, je suis peut-être 200 femmes enceintes, j'en accouche une centaine sur les 200. Moi, à mon échelle, je n'ai pas de baisse de natalité. Et donc, ça, je ne peux pas m'expliquer. Mais sur le plan général, je pense, il y a la question qui taraude beaucoup de gens, même si à titre individuel, je pense que c'est plus complexe que ça, mais il y a la question de est-ce qu'on continue de faire des enfants là comme ça. La question de la légende urbaine de l'heureux événement commence à sérieusement avoir du plomb dans l'aile, hein, donc il y a beaucoup de parents qui ont compris que quand même élever des enfants c'est aussi, et pas que un heureux événement, mais c'est aussi une sacrée tannée et qui réfléchissent à 2 fois avant de se lancer dans le projet parental. Et puis... alors il semblerait, j'ai un peu des doutes, d'ailleurs l'inverse est démontré, il semblerait que comme les femmes ne sont pas assez aidées, elles renoncent à faire des enfants. En tout cas, ce qui est sûr et qui a été démontré, c'est qu'aucune politique nataliste n'augmente le nombre de naissances. Ça c'est vrai. Est-ce que pour autant, les femmes qui ne se sentent pas aidées font moins d'enfants? Je ne suis pas sûre, parce que la question du désir d'enfant, c'est quand même un truc plus complexe que la seule question de savoir est-ce que je vais avoir une place en crèche pour lui, quoi. C'est plus complexe que ça au niveau de chaque, individuellement au sein de chaque humain. Mais en tout cas, les politiques de natalité, vous voyez bien, depuis 1970 en France, on a fait 700 000 naissances plus ou moins epsilon. Or, des politiques de natalité, on en a mis en œuvre une sacrée quantité depuis 1970. Ça ne change rien. Voilà. Ça rassure la frange intellectuelle réactionnaire, hein, qu'il faut stimuler les femmes à faire des enfants, mais en vrai, c'est complètement dénué d'effet sur la natalité. Merci beaucoup. Merci pour ta belle réflexion et la passion que tu nous transmets. Les amis, c'est le moment des questions. Nous faisons passer le micro, donc n'hésitez pas. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre prise de parole très intéressante. On lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, notamment le fait que les femmes après 35 ans perdent en fertilité. Est-ce que cette information elle est vraiment vérifiée? Oui, elle est très vérifiée, ouais. La fertilité, hein, on va dire, grosso modo, là, vers 11 ans, âge des premières règles, la fertilité monte très à la verticale pour atteindre son taquet vers 14 ans. Et on est au taquet plat de ses 14 à ses 30 ans. Voilà. C'est là qu'il faut faire les enfants en termes d'efficacité. Voilà. Et on voit bien que déjà, c'est complètement contraire à la façon dont on a organisé notre vie. Aujourd'hui, 95% d'une classe d'âge a le bac. Et parmi les femmes qui ont bac plus 5, l'âge moyen de la première grossesse, c'est 38 ans. Bon, on est au taquet plat jusqu'à 30 ans. On commence à baisser très légèrement de 30 à 35 ans. De 35 à 38, on baisse un peu plus sérieusement. Et de 38 à 42, on baisse dangereusement. À 42 ans, vous avez des femmes qui ont des grossesses spontanées, bien sûr. Si à 42 ans, vous n'arrivez pas à faire d'enfants, ce qui est le truc, mais d'une banalité rare pour nous les gynécologues, hein, et que vous devez être admise dans un service d'aide à la procréation médicalement assistée, à 42 ans, la capacité d'une équipe de PMA à vous faire obtenir une grossesse est de 1 pour 1000. Une femme sur 1000 de 42 ans qui entre en PMA, c'est pas la même que celle qui est sous la couette avec son mari hein, et qui réussit à faire la grossesse. Celle qui a 42 ans et qui est en train de ne pas réussir à le faire, elle a une chance sur 1000 de réussir à être enceinte en entrant en PMA. Moyennant quoi, la France étant ce qu'elle est avec son système qui rembourse les soins de sécu, dit à 42 ans, nous arrêtons de rembourser les soins de prise en charge de PMA. Parce que la rentabilité est absolument nulle. 999 échecs pour une réussite, nous, on ne finance pas ça. Voilà. Donc ce n'est pas du tout une vue de l'esprit. De ce point de vue-là, je trouve que la congélation ovocitaire, c'est une révolution absolument géniale. Parce que combien on a de femmes qui ont
35 ans qui viennent en consultation en disant « Amina, je voudrais tester ma fertilité ». Bon, je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien, elle est en train de baisser, on le sait, c'est pas la peine de s'énerver avec ça. Mais bon, allez, ok, donc c'est l'occasion d'en discuter. Et on les voit, quoi, qui arrivent avec Charles Hubert 2 mois plus tard, en disant « Amina, ça fait 2 mois qu'on essaie d'être enceinte, on n'y arrive pas. Hein. » Ouais, parce que Charles Hubert, en vrai, a la conscience défendante des femmes, c'est un géniteur. La dame, ping, 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 elle a son horloge biologique qui lui sonne derrière les oreilles. Et en fait, il faut qu'elle soit enceinte. Alors déjà, Hubert, 9 fois sur 10, il prend ses jambes à son cou. Tout d'un coup, la dame, elle revient. Je dis, mais alors, il est où votre mec? Oh là là, j'ai fait une fausse couche, il a pris peur, il est parti. Voilà, ok. Et finalement, on voit beaucoup de femmes qui se sont cherchées et trouvées des géniteurs, pas des hommes avec qui elles allaient faire tango pour élever un enfant, lequel, au bout d'1 an et demi, se retrouve seul avec sa mère parce que Hubert, il est parti, en fait. Et donc, moi, je trouve que la congélation ovocitaire, c'est génial, parce que du coup, les femmes peuvent rester peinardes, prendre le temps de se trouver le bon bonhomme pour élever les enfants. Et si vraiment ça ne marche pas, parce qu'entre-temps, on est passé de 35 à 37, puis à 41 ans, et que la fertilité, elle a pris un 1, c'est pas grave, on a des ovocytes au congélateur. Merci pour l'espérance. Oui, j'ai senti qu'il y avait un petit peu de vécu dans votre histoire, madame. N'hésitez pas à faire passer. Non, mais moi, je vous rassure tout de suite, j'ai trouvé un géniteur à 30 ans, j'ai fait un enfant à 33, puis à 35, puis j'avais divorcé à 40. Hein. Tout est permis. Tout est permis, tout est permis. Le micro est là, les amis. Ou il n'y a peut-être pas besoin de micro. Allez-y. Parlez fort. Oui, oui. Bon. Bonsoir madame, bonsoir monsieur Leclerc. J'avais une question pour madame. Est-ce que votre livre, il a réussi son objectif, enfin, je veux dire, à sensibiliser les gynécologues sur leur pratique médicale, à les remettre en question, ou bien est-ce qu'ils sont restés sur leur position? Alors, c'est très très intéressant d'observer ce qui se passe. En tout cas, mon bouquin, il a été très très bien accueilli dans les médias et il a eu une très grosse couverture et avec beaucoup de journalistes, de penseurs, de philosophes, d'éthiciens qui disent là, c'est un fait majeur ce livre. Et j'ai quelques collègues médecins qui me téléphonent en disant, ou qui m'écrivent, ou je sais pas quoi, en disant « Non mais trop merci d'avoir écrit ça, quoi, c'est... Oh !» Voilà, mais ils sont peu, hein. Et les autres, ils me disent rien. Donc, voilà, alors ils approchent pas, mais je sais, parce que je les connais, hein, je viens du même corps qu'eux, qu'ils savent que je ne raconte pas une virgule de conneries, ils savent que ce que je raconte est vrai, et ils savent qu'ils sont super emmerdés parce qu'eux, ils n'ont pas disrupté la pensée, comme moi j'ai fait, et du coup, ils disent trop rien. Alors même maintenant, ça y est, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai des collègues qui disent « Non, le livre d'Amina est franchement génial », donc eux, dans leur propre réseau, ils disent ça, et en fait, la bataille se passe chez le collègue, en disant « Mais non, mais c'est pas possible qu'elle donne autant d'importance aux femmes et tout ». Alors celui qui défend mon point de vue dit « Mais si, elle a raison ». Et en fait, les batailles se passent chez eux, mais personne vient chez moi dire « Écoute, t'es complètement déconnante ». Mais c'est pas du tout une nouveauté pour moi, ça. Je fais beaucoup de formations professionnelles depuis des années, et ils sont là, comme vous, un petit groupe, et on commence à causer en disant « Bon, vous savez les gars, qu'on a tous appris à faire ça, quand on fait ça, c'est très délétère pour les parents, c'est très délétère pour le nouveau-né, ça fait telle et telle et telle conséquence. » Et je les vois. Ils me regardent, ils ont l'air pas contents, je vois bien. Et puis ils commencent à rallouer. Je le vois, et puis après, je leur donne des exemples. Je leur dis « Nous savons très bien qu'on a des prédateurs qui ont infiltré la profession. » Je dis, toi, quand ta femme est malade ou quand ta nièce a besoin d'accoucher ou quand ta fille te dit qu'elle a décidé d'habiter le Cantal et qu'elle va accoucher, tu la laisses aller à la maternité de son choix? Réponds-moi, en toute honnêteté. Je te vois là, t'as pas d'âge là, t'as 67 ans, ta fille elle a 37 ans, elle a déjà 2 enfants. Est-ce que tu as laissé ta fille accoucher dans la maternité de son choix sans jamais te préoccuper de savoir qui s'occupe d'elle? Amina, arrête de me faire chier. Enfin, qu'est-ce que tu... Évidemment que je m'en suis occupée. Si tu t'en occupes pour ta fille, tu t'en occupes pour tes patientes.
Parce qu'on le sait qu'il y a des mecs qui déconnent. Donc voilà. Et donc à ce moment-là, ben, effectivement, en fin de réunion, ils disent oui, bon, t'as raison, mais dire du mal comme ça des collègues, c'est horrible. Ben, je dis, mais si tu préfères laisser les femmes subir le maléfice de ces gars-là, moi, je vois pas en fait, je comprends pas ce que tu es en train de me dire. On a quand même fait serment d'Hippocrate de soigner les gens. Hein. Et pourquoi tu ne l'as pas écrit avant? Le livre? Oui. Oh, bah, en vrai, j'avais pas le temps. Hein. Comme on n'a pas dit comme on n'a pas dit Emmanuel, comme on n'a pas dit à notre métier, ça demande la courbe d'apprentissage, elle est longue. Hein, je te le dis gentiment. Avant d'avoir l'aisance de commencer à même prendre un peu de recul sur notre propre métier et réfléchir déjà de une et de deux, en plus. Notre corps, il est très corporatiste, il est très dans l'entre-soi. Donc, je me disais, ben, si tu écris un bouquin où tu dis ça, tu vas finir au bout d'un crochet de boucher. Ça ne peut pas être autrement. Il va t'arriver les pires problèmes. Donc, j'avais peur aussi de l'écrire, ce livre. J'avais peur, hein, parce que il m'est arrivé des embrouilles professionnelles en raison de mes prises de position. Donc, je sais à quoi je peux éventuellement m'exposer. Mais je me suis dit que peut-être il fallait quand même un peu... braver sa peur, quoi. Et un jour, j'ai vu un truc, je ne connaissais pas d'ailleurs... je sais plus, mais enfin, quelque chose du genre. Le courage n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage est de braver sa peur. Signé Nelson Mandela. Oh, j'ai dit trop bien. Amina, tu dois braver ta peur. Hein, c'était bien. Oui. Ouais. Et ben voilà. Tu l'as fait. Donc j'ai bravé ma peur, mais j'ai eu très peur. Hein. Un mois avant de publier le bouquin, j'ai dit à Flammarion, on ne le sort pas. Parce que, j'avais trop peur. Et elles ont été formidables chez Flammarion, c'était que des femmes, là, pour ça je dis elles ont été, mais elles m'ont vachement soutenue, quoi. Vous êtes le premier docteur, il n'y a jamais eu d'ouvrage comme ça? Alors il y en a un, c'est Martin Winkler. Donc, vous savez ce qui est arrivé à Martin Winkler? Eh bien, il a dû quitter la France, il est parti s'installer au Canada. Et ça s'est terminé comme ça. Martin Winkler, il est médecin généraliste de formation. Et il s'est spécialisé dans la gynécologie non chirurgicale. Il faisait de la gynéco-médicale et il était très apprécié par ses pairs et compagnie. Et donc, il a été nommé professeur des universités à Paris-Descartes, qui est l'université la plus prestigieuse en France. Il a sorti son bouquin, qui était le premier... redites. Ouais, c'était début des années 2000, exactement. La maladie de Saxe, et c'était un roman. Donc ça allait très bien. Et une fois qu'il a sorti son roman, qui a été un gros succès citoyen, quoi, si je puis dire, il a commencé à s'engager, c'était les premiers blogs et tout ça, puis alors là, le mec... moi, je me rappelle, je lisais ça, j'étais jeune médecin, mais même moi, j'étais outré parce qu'il y racontait. Je me disais, mais ce mec-là, il est fou. En plus, il est médecin traitant, il n'y connaît rien à la gynéco, donc je faisais exactement ce que faisaient mes pairs professionnels, genre, dégagez-moi ça de là. Mais j'étais très embêtée parce que j'avais trouvé que son bouquin était bien quand même. Donc je voyais bien que j'étais embêtée. Et tout d'un coup, la foudre s'est abattue sur lui. Il a été dépossédé de son titre de professeur. Il a été débarqué de Paris 5. Il a été débarqué, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, et il a été obligé de migrer au Canada. Dans mes heures perdues, là, dans mes nuits perdues, je me disais, tu vas finir au Canada, toi, ici aussi. J'étais malade, on me disant quand même, Amina, tu déconnes. Et bon, mais je pense que Winkler, il a dégainé très tôt, trop tôt. Ouais. Et donc, il n'a pas pu résister. Ouais. Est-ce que dans les facs de médecine, chez les étudiantes et les étudiants qui se spécialisent dans la gynécologie, il va y avoir une formation pour en tout cas, moi, je plaide pour à bloc, parce que là, on ne peut pas rester comme ça. Mais de toute façon, on voit bien qu'il y a des formations annexes, il y a de l'information qui sort. Il n'y a pratiquement plus que des gynécologues femmes, alors je dis elles, qui sortent. Et on voit bien qu'elles sont... Enfin, moi, je suis épatée, quoi. Elles ont 30 ans quand elles sortent, qu'elles sont diplômées en gynéco. Moi, je les trouve juste formidables, quoi.
elles sont hyper attentives, elles font attention, alors qu'elles ont eu peu d'enseignement. Donc celles-ci, quand on va commencer à leur enseigner, juste, ça va être génial. L'affaire, c'est que pour commencer à enseigner ces questions, il va falloir mettre en face des moyens, comment on fait pour former tous les gynécologues, comment on fait pour former ceux qui sont sortis de la fac et qui ne sont plus dans le sérail de la formation, combien de temps ça va prendre. Moi, j'ai 54 ans, je vais travailler jusqu'à mes 70, ça veut dire que je vais sévir encore 16 ans. Donc quand vous avez des gars qui ne sont pas formés à ces questions, ou des filles d'ailleurs, et que encore pendant 16 ans ils vont sévir, on voit bien que ça va quand même prendre un peu de temps pour que le truc avance. Mais ceci étant dit, je trouve qu'on a des bonnes raisons d'espérer, parce que je vous dis, la jeunesse qui arrive, enfin, moi je les trouve, les filles, des fois il y en a, là, elles viennent consulter au cabinet, elles me disent, mais, comme remplaçant, mais Amina, tu sais que j'ai vu une dame, mais j'ai pas eu le temps de me retourner, elle était à poil. Et je dis, alors, bah ça se fait pas quand même. Bah, je dis, tu sais que nous, on mettait les patientes à poil avant. Ouais. Non, mais à poil, carrément à poil? Ben ouais. Non, mais moi, je lui ai rien demandé pourquoi c'est mis à poil. Ben, je dis, parce que ça s'appelle le conditionnement. Elle va chez le gynéco, elle se met à poil. Et il y en a même des dames, elles me disent, parce qu'elles sont enceintes, machin, donc en vrai, j'ai pas besoin qu'elles se mettent nues, il suffit qu'elles découvrent leur ventre pour faire une écho. Elles me disent, est-ce que je dois me déshabiller? Je dis, non, vous pouvez garder votre pantalon et tout. Bon, ben, je peux passer aux toilettes et tout ça. Ben, alors, elles vont, et elles reviennent à poil. Et donc, je pense que moi, je dois être complètement interpellée, je dois faire un regard là, elles disent, c'est dingue, ça doit être un réflexe. Je vous ai demandé, vous m'avez dit non, je me suis mise à poil. Bon, tant pis, on est chez le gynéco, je suis à poil, allez, docteur, faites ce que vous avez à faire. Et donc, c'est assez marrant ces moments, parce qu'il y a toute cette question du conditionnement, voilà, et des idées reçues, et à l'inverse des femmes plus âgées, parce que maintenant que je suis installée en ville, je vois aussi des dames qui sont beaucoup plus âgées et tout, puis qui arrivent en disant, non mais docteur, vous savez pas ce que j'ai lu comme article? Il y a des femmes qui revendiquent qu'on leur demande leur avis pour aller dans leur vagin. Mais moi j'ai dit, mais c'est pas possible, elles sont dingues. Quand même docteur, quand on vient chez vous, on le sait quand vous allez aller dans notre vagin. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'elles ont besoin de demander, alors elles sont devenues folles. Non mais cette jeunesse, c'est invraisemblable, ils n'iront nulle part. Et donc, on voit bien le décalage absolu, quoi. Voilà. Et c'est assez intéressant. Je crois que vous avez une question. Bonsoir, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui. Merci du coup pour cette conférence et votre partage. Moi j'avais deux questions, je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait motivé en fait à vous spécialiser en fait dans la gynécologie? Est-ce que vous avez des parents médecins? Enfin voilà, comment c'est arrivé? Et mon autre question aussi c'était sur la question, vous avez parlé au départ du patient, enfin le fœtus comme étant un patient à part entière, qui je trouve est quelque chose dont on n'aborde pas beaucoup le sujet. On va forcément beaucoup se concentrer sur la femme, ce qu'elle vit, bon après le père, mais c'est vrai que le bébé aussi, en fait, il vit beaucoup de choses quand on parle même de mémoire. Voilà, on sait que quand la mère vit une grossesse difficile, après l'enfant ça peut aussi répertorier. Donc voilà, si vous pouviez en dire un peu plus. Alors, au sujet de ma vocation de médecin, je pense avoir terminé ma psychanalyse, donc je vais vous en dire un mot après, mais factuellement, je ne sais pas d'où c'est venu. Mes parents disent de moi, tu as su parler, et dès que tu as su parler, tu as dit que tu serais médecin, ça ne t'a plus jamais quitté. Donc, je ne sais pas d'où c'est venu, il n'y a aucun médecin, aucun soignant, même dans ma famille, pas une infirmière, pas une puéricultrice, pas un kiné, rien à l'horizon. Et ça, c'est vrai, je n'avais que ça en tête. Je me rappelle des réunions d'orientation, là, conseillère d'orientation au collège, qui disait, voilà, on a 1 heure, on va à la bibliothèque et tout ça. Moi, je disais, non, moi, j'irai pas, car je veux faire médecine. Elle me disait, mais enfin, viens, Amina. Et je disais, mais je n'irai pas puisque je vais aller à la fac de médecine. À quoi ça sert que j'avais passé 1 heure là? Et alors, je ne sais pas ce qu'elle faisait, la fille. Mais en tout cas, je me rappelle que je n'y allais pas. Elle me laissait faire. C'était connu dans tout le lycée. La réunion d'orientation du lycée, Amina, elle y allait pas. C'était connu. Moi, je ferais médecine, un point, c'était barre. Donc ça, il y avait mes espèces de zéro doute là-dessus. Je n'ai jamais douté de ça. Des photos de moi, déguisée quand j'étais petite, toujours avec des trucs de bonne sœur, avec des machins, des croix rouges, des blouses bleues d'infirmière, de docteur, de stéthoscope, le truc de ma vie. Bon.
Après, ma vocation de gynécologue, encore moins je sais d'où elle me vient. Je me rappelle, j'étais en 3e année de médecine, un vieux monsieur en vacances, là où j'étais avec mes parents, me dit « Oh, t'es étudiante en médecine, mais alors tu devrais devenir gynécologue, c'est le plus beau métier du monde. » Je me rappelle la tenue que j'avais, une veste à fleurs avec une jupe écrue, et je lui dis « Regardez-moi bien, jamais je ne serai gynécologue. » Moi, je voulais sauver des vies, donc j'allais être anesthésiste réanimateur. Je fais un stage d'anesthésie-réanimation. Je trouve ça mais chiant comme la rage. Mais alors, tous les matins, regarder les résultats d'analyse de prise de sang, machin, dire aux infirmières, tu mets un peu de sang. En fait, ils ne sauvent pas des vies du tout. Ils disent de faire les trucs, ils regardent les dossiers. Oh là. Alors là, ça ne m'a pas plu du tout, ça. Et ensuite, je m'entiche de faire la pédiatrie. Premier stage de médecine que je décroche, j'ai 22 ans, quoi, 22 ans. Et j'arrive en stage et je suis en pédiatrie et je suis bonne élève. Hein. Vous pensez bien, je suis première de classe, alors là, je papillonne, je me donne à fond, c'est l'éclate, c'est le truc de ma vie, quoi. J'ai une blouse, j'ai un stéto, le truc, je m'étais déguisée avec ça pendant 15 ans. J'étais à bloc. Je pars en vacances, une semaine, je reviens. Plus un enfant vivant. Parce que la pédiatrie, à l'hôpital universitaire, en gros, ça castagnait. Là, hein. Je vous parle des années, début des années 90, il n'y avait que des cancers, et les cancers, en gros, les gamins, ils ne faisaient pas un pli, quoi. Hop, 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 hop. Là, je suis quand même prise d'un méga gouffre, et je me dis, là, ça, pas de pédiatrie, et ça, tu vas crever. Bon, donc, ok, voilà. Et donc, à la fin, j'ai atterri en gynéco. Alors après, toute psychanalyse terminée. Je suis issue d'une famille où aucune femme n'a survécu à plus que l'âge de 50 ans pour avoir été balayée par cancer du sein, cancer de l'ovaire, sur une mutation génétique. Donc après, j'ai pensé que c'était quand même peut-être ma vocation de gynécologue n'est pas arrivée complètement par hasard non plus. J'ai aussi compris que j'ai été élevée par une mère qui a été caillassée par la dépression du postpartum. Et que comme tout enfant qui est élevé par sa mère dépressive, il faut sauver la vie de sa mère, et que tant qu'à sauver la vie de sa mère, autant sauver la vie tout court. Voilà. Je pense que vraiment ma vocation de médecin, dès l'âge de 2 ans, quand je commence à parler, en réalité me vient de là. Voilà. Le fœtus est une personne. Non, le fœtus est un patient. Oui. Ça, c'est grâce à l'avènement technologique. Fin des années 80, on commence à avoir des machines d'écho et on arrive à regarder la vie in utero, quoi. Donc on voit si c'est des jumeaux, si c'est un bébé tout seul, s'il a une malformation, un truc, un machin, voilà. Bon, depuis, la technologie n'a fait qu'avancer. Et donc il existe une spécialité, moi je suis diplômée de ça, de médecine fœtale. On transfuse les fœtus in utero, on leur envoie des antibiotiques in utero, on leur fait des ponctions de sang, des ponctions de poumons, on leur met des trucs dans la trachée pour ceux qui ont des malfos. Enfin, on fait des tas de trucs pour les fœtus in utero, on les opère in utero. Bon, c'est de la haute voltige, on a beaucoup de casse, voilà, mais ça se fait. Et en effet, on n'en parle pas beaucoup. Et en plus, c'est très pendulé par une question philosophique, éthique et de droit. En France, tant qu'il n'est pas né, le fœtus n'est pas une personne. C'est la raison pour laquelle nous avons l'accès à l'IVG. Donc c'est très important cette notion, hein. Ce n'est pas un truc à moitié. Le fœtus n'est pas une personne. On est un pays dans lequel l'euthanasie n'est pas autorisée. Le fœtus n'est pas une personne, donc nous pouvons faire de l'IVG. Le fœtus n'est pas une personne, donc tant que l'enfant n'est pas né, on peut décider de le faire mourir dans le cadre des interruptions volontaires de grossesse pour raison médicale. Comprendre, on fait une écho, on trouve que le bébé il a un problème, on fait tout le tour de la question, en fait, maman, il s'avère que la malformation est gravissime, le bébé va mourir après la naissance rapidement, ou le bébé va être porteur d'un handicap extrêmement lourd avec une vie sérieusement amputée. Si les parents le demandent, nous pouvons donc exécuter une interruption de grossesse puisque le fœtus n'est pas une personne sur le plan du droit en France. Les tentatives de faire bouger ça sont majeures, hein. Je vous en donne 2, vous en avez entendu parler. Pierre Palmade s'empaffe une bagnole avec une dame enceinte et on commence à dire « elle a perdu son enfant, elle a perdu son enfant, elle a perdu son enfant ». Et nous, on est des professionnels,
vas-y, les SMS, ça chauffe en disant, ça y est, les pro-life ont dégainé. Parce que sur le plan du droit, elle n'a pas perdu son enfant, elle n'a rien perdu du tout. D'ailleurs, ça a été rendu le juin. Et donc, toute la question était de savoir, autopsie faite du fœtus, si jamais il avait de l'air dans les poumons, ça veut dire qu'il était un moment sorti du ventre de sa mère vivant et qu'il était mort des suites de ses blessures. Pierre Palmade aurait été mis en examen pour homicide involontaire. Si le fœtus n'a pas d'air dans les poumons, nous on pensait bien que non, parce qu'on nous a dit qu'il était mort, machin, enfin bon, soit, alors il n'y a pas d'enfant mort puisqu'il n'y a pas d'enfant. Et donc Pierre Palmade ne sera pas inquiété pour homicide. Elle a reconnu qu'il n'était pas... Ben ouais, non. C'est le droit français. Aux États-Unis, empaffez-vous une dame enceinte sur un passage piéton, là vous avez 2 morts sur la tronche, vite fait. Aux États-Unis, c'est pas la même. Hein. Et dans plein d'autres pays d'Europe, d'ailleurs, c'est pas comme ça non plus. Hein. La législation française est extrêmement particulière pour ça. Tous les gens qui font de la médecine fétale all over the world nous envient notre loi en disant c'est trop génial parce que vous, comme vous avez le droit de faire de l'interruption de grossesse jusque très tardivement, vous prenez le temps de vraiment vérifier que les fœtus ont des maladies graves, sont gravement atteints, avant de dire aux parents, bah, en effet, le pronostic est très mauvais et les parents ont le temps de choisir encore de faire une interruption de grossesse très très tardive. Ça peut durer combien de temps? Jusqu'à ce que l'enfant soit pas né. Oui. Donc la veille du jour du terme, le bébé il fait 3,5 kg, des fois on arrête ces grossesses-là et voilà. Ah, on fait ça. Hein. Donc c'est pour ça, hein, la légende urbaine. Oh, t'es gynécologue, c'est le plus beau métier du monde. Moi, je pars faire un accouchement, je le sais, c'est une interruption de grossesse. Donc je vais faire glandouiller les patientes en salle d'attente. Donc je dis à la secrétaire, je pars faire un accouchement, et vous dites aux patients de patienter. Je redescends, à tout coup, la secrétaire a dit à la patiente, elle est partie faire un accouchement, et donc à tout coup, la patiente, elle arrive, alors docteur, c'était une fille ou un garçon? Il va bien, il s'appelle comment? Ben, en fait, c'est une petite fille, on l'a fait naître morte parce qu'elle est porteuse d'une anomalie. Donc, je l'écris dans mon bouquin, je n'ai jamais fait de l'expérience. Peut-être qu'après tout, moi je participe du tabou. Je raconte l'accouchement précédent, je dis oui, ça s'est très bien passé, c'est une petite fille, elle s'appelle Charlotte, les parents sont très contents. En fait, je suis en train de raconter l'accouchement de la semaine dernière. La dame, elle est contente, moi je suis... Mais en vrai, ce que j'ai pas dit à la dame là, c'est que ce bébé, il fait 2,5 kg, il est raide mort, les parents sont éplorés, il était porteur de je sais pas quelle anomalie grave, et on avait décidé ensemble qu'on terminait la grossesse de cette dame. Je ne dis jamais ça aux parents, mais peut-être que je devrais, hein. Peut-être je peux essayer de le dire, je ne sais pas ce qui se passerait, mais je pense que c'est compliqué dans la société, c'est assez tabou, cette question. Et donc, les fœtus font partie de notre très grande attention sur le plan médical, le corps, leur santé, les échographies, est-ce qu'ils sont porteurs d'une anomalie, et en même temps, ils ne sont pas des personnes au sens citoyen du terme. Donc c'est très particulier comme pratique, mais moi j'ai trouvé ça très enrichissant, c'est extrêmement intéressant, parce que évidemment qu'on a des égards vis-à-vis de ce futur citoyen qui n'en est pas un, comme s'il en était déjà un. Ok ? C'est la raison pour laquelle on fait des césariennes en cours de travail, parce qu'on est en train de voir que le bébé il va s'oxyre là, sinon. Ça nous arrive, c'est excessivement rare, des dames, vous savez, on n'a pas le droit de faire de soins si la patiente n'a pas donné son consentement à un soin. Donc, je ne peux pas faire une césarienne à une dame au motif de lui dire c'est pour sauver la peau de l'enfant. Si elle me dit je ne veux pas de césarienne, vous êtes obligé de laisser l'enfant calancher. Donc, vous voyez que vous pouvez être dans des tensions comme ça en salle d'accouchement. Avec, alors, c'est devenu très très rare. Moi, j'ai vu ça au début que je pratiquais. C'était des histoires de choc culturel. En particulier des gens qui étaient originaires d'un certain nombre de pays d'Afrique où vraiment la césarienne vaut pour répudiation. Si la femme n'a pas accouché, le mari c'est qu'il a posé une tocarde, et si la dame n'a pas accouché, c'est qu'elle ait une tocarde. D'ailleurs, le mari est autorisé à la répudier, ce qui est le pire qui puisse arriver. Donc ces femmes arrivaient, des migrantes avec un niveau d'éducation très faible et très imprégné par ces cultures, en disant « Ah ben non, moi je ne veux pas faire de césarienne ». Ah bah non. Et le mari disait, ah non, vous faites pas de césarienne. Ah ça, il faut qu'elle accouche par en bas. Non mais si elle accouche par en bas, le bébé sera mort. C'est pas grave, il faut qu'elle accouche par en bas. Moi, je peux pas rentrer au village dire que ma femme a une césarienne. Pour nous,
Donc, bien sûr, rapport à la question du consentement, vous pensez bien que dans aucune équipe, on laisse un enfant s'oxyre au motif que la mère ne veut pas de césarienne. En vrai, on finissait par faire la césarienne même si la dame n'était pas d'accord. Parce que nous, on ne se voyait pas d'assumer ça. Or, en fait, en vrai, sur le plan du droit, nous eussions été protégés. Parce que, imaginons, on ne sait pas par quel miracle, finalement, un cousin de cette dame vient porter plainte et tout ça, parce en fait, ça n'existe pas de non-assistance à personne en danger, il n'y avait pas de personne. Et la dame, elle n'a pas donné son consentement, donc on n'a pas fait de césarienne. Pareil, ce serait débouté sur le plan du droit. Mais sur le plan éthique, il faut tenir bon quand même. Pour laisser un enfant se cramer in utero, faut être bien accroché dans son travail, quoi. Ce que moi, j'ai jamais vu faire, ceci dit. J'ai jamais vu les équipes céder à ça. On a toujours contraint les femmes à la césarienne, finalement. En racontant toutes sortes d'histoires. En disant, tu ramènes pas ta femme au village, ok ? Vous direz à personne que vous avez eu une césarienne. Pourquoi vous avez besoin de dire ? Vous dites pas. Il est bien l'enfant là, non ? Oui. Vous n'êtes pas bien ici ? Si. Bah alors, vous leur direz rien du tout. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ça, l'IA peut pas faire non plus. Ouais, c'est ça, j'étais en train de... Dans certaines cultures, en Afrique ou même en Amérique du Sud, en fait, on estime que l'enfant, il n'est pas au moment quand il sort du ventre de sa mère. Et donc moi, j'ai des amis, quand je leur demande leur âge, et en fait, je me rends compte qu'on peut être né la même année, mais on va avoir un décalage, parce qu'en fait, il me dit, bah non, en fait, nous, on prend en compte les 9 mois de grossesse. Et en fait, je trouve que ça a du sens. Parce que, en fait, après, c'est peut-être des questions spirituelles, etc. Mais je veux dire, il y a quand même l'âme d'un enfant qui a vécu. Et en fait, je trouve ça toujours assez étrange, en fait, qu'on ne reconnaisse pas ça, en fait. Donc, et sachant que ça va nous impacter, même la manière dont la maman à la couche, ça nous impacte. Et c'est beaucoup plus profond après quand on fait même un travail cellulaire sur qui on est, quoi. Et on se rend compte qu'il y a une partie de notre histoire qui nous manque, en fait. Et je trouve ça vraiment étrange de dire, en fait, on ne naît qu'au moment quand on sort du ventre de notre mère. Ouais. Alors, il y a beaucoup de travaux là qui sont sortis très récemment sur la neurophysiologie du fœtus. Et là, maintenant, c'est extrêmement bien démontré. Les neuromédiateurs maternels qui permettent de varier le niveau d'humeur, le niveau de stress, tous les niveaux d'émotion. En fait, le fœtus reçoit ça, les molécules, lui, et donc il est soumis aux mêmes émotions maternelles, et il subit ça comme il peut, et ça laisse des traces, y compris épigénétiques. Donc là, maintenant, les Américains ont démontré, je crois qu'on est rendu à la génération des arrière-petits-enfants, des Juifs qui ont été séquestrés dans le ghetto de Varsovie. Aujourd'hui, ils ont des anomalies génétiques que les voisins n'ont pas. Donc l'imprégnation est massive. C'est extrêmement intéressant, ça. Oui, mais même la civilisation d'ici, on voit bien qu'on bouge. Autrefois, la 14e, 15e siècle, les enfants naissaient au monde le jour du baptême. Et on ne baptisait pas les enfants le jour de la naissance, car on savait qu'ils étaient nombreux à mourir. On ne baptisait que les survivants. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, on se met à baptiser les enfants. Et donc, dans des sociétés comme les nôtres, très avancées, là, sur le plan administratif, régalien, tout ce qu'on veut, maintenant, on a 3 jours pour déclarer son enfant. Et maintenant, même, sur le plan du droit, ce qui est très intéressant, c'est que le fœtus n'est pas une personne, mais si vous faites un arrêt de grossesse, une mort fœtale in utero, une fausse couche à 12, 14, 16 semaines, vous pouvez faire figurer l'enfant au livret de famille, vous pouvez le prénommer, vous pouvez lui donner une sépulture. Donc on voit bien qu'on est en train effectivement de bouger. Sur le plan législatif en France, aujourd'hui, là, c'était il n'y a pas longtemps, on vient de voter le fait que les femmes qui subissent un arrêt de grossesse peuvent bénéficier de 3 ou 5 jours, je ne sais plus quoi, d'arrêt de travail autour de cette question en disant il faut le temps de s'en remettre sur le plan aussi psychologique que on est d'accord sur le fait que ces mamans ont perdu un enfant. Et donc, on fait cette différence. Mais la raison pour laquelle, à la rigueur, si en France, on vient à légiférer sur l'euthanasie, peut-être on va pouvoir définir alors que le fœtus est une personne. Et encore, je pense qu'on ne va pas y arriver parce que du coup, le fœtus, lui, il n'est pas capable de dire s'il veut bien avoir une interruption de grossesse ou s'il veut continuer de vivre. Et donc, cette question en France, elle n'est pas prête de bouger. Enfin,
Nous verrons le 7 juillet, mais cette question n'est pas prête de bouger, car ça pendule la question de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. 230 000 interruptions de grossesse en France chaque année. Voilà. Bonsoir et Bonsoir. merci pour la conférence. Moi, je voulais revenir sur le point des actes médicaux qui sont effectués sans l'accord du patient. Est-ce que dans ce cas-là, ça est arrivé qu'il y ait eu des plaintes ou des personnes qui... Ça commence, ça fait que commencer, mais bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des médecins qui sont condamnés, puisqu'on ne respecte pas. Par exemple, pour une césarienne qui aurait été faite sans l'avis de la patiente. Ah bah ouais. Mais après, moi, je dis aux femmes, et puis c'est récent en plus, tout engagé que je suis sur la question. Moi, j'accueillais des femmes, voilà, et je me disais, bah, si elle a une césarienne, elle a une césarienne. Et la dame, elle avait une césarienne, bah, elle avait une césarienne, elle ne demandait rien. Là maintenant, Amina, si tu veux faire une césarienne à une dame, il faut que tu puisses démontrer qu'elle a donné son consentement à avoir une césarienne. Et pour qu'elle dise, je suis d'accord pour une césarienne, il faut que moi, je lui délivre une information éclairée sur la césarienne. Et donc, nous, là, les obstétriciens, on est super easy avec ça. 20%, 100 femmes qui rentrent, il y en a 20 qui vont avoir une césar, ce serait bien quand même de leur en parler. Moi, ça fait pas si longtemps que j'en parle de manière un peu sérieuse, quoi. Donc non, bien sûr, on ne peut pas faire une césarienne à une dame sans lui demander son avis. Sauf que, est-ce que vous avez des enfants? Non. Bon, là, scénario. Vous êtes enceinte, vous arrivez à la maternité, vous êtes en travail, vous avez fait une baby shower, vous avez acheté les machins, les trucs, les couches, la poussette, tout. Votre mère est au courant, votre belle-mère aussi, c'est la joie. Le petit va naître, il est attendu pour le 20 juillet. Oh là 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 là, Jérôme m'a appelé, figure-toi que Samantha, elle est en travail, elle viendra me la poche des os et tout. Et moi j'arrive et je vous dis, oula madame, il faudrait faire une césarienne. Vous en avez pas parlé avant, vous dites, ah mais non, mais moi non. Bah non. Bah je vais vous dire oui, mais si on fait pas la césarienne, l'enfant il va mourir. Franchement, vous allez mettre combien de temps à me dire oui? 6 secondes ou 18 secondes? Non mais vous allez mettre 6 secondes ou 18 secondes à dire oui? Une demi. Ben voilà, c'est tout. Et donc en fait, ça s'appelle pas consentir, ça s'appelle céder. Alors, Pourquoi les médecins, excusez-moi, n'en parlent pas justement? Ben justement, alors... La question, c'est que Ouais. moi, j'ai 3 enfants, on avait parlé que 20%, Ouais. j'allais Bah ouais. la césarienne à un moment donné. Parce qu'on fait comme le reste de la société. Un heureux événement, le plus beau jour de la vie. C'est bien connu. Donc c'est pas la peine d'aller parler de ce merdier. Pourquoi s'emmerder? Sauf que, voilà. Et alors, c'est les féministes qui se mordent le clitoris, si je puis dire. Maintenant, elles viennent vous dire, non mais arrêtez de nous faire chier à nous parler des complications potentielles de l'accouchement. Vous nous portez l'œil avec vos histoires. Ça nous fout la prophétie autoréalisatrice. Si vous nous dites qu'on peut avoir l'accident, qu'on peut avoir l'hémorragie, qu'on va avoir la césarienne, c'est là qu'on va se la taper. Arrêtez de nous faire chier. Dites-nous que vous avez confiance, que nous pouvons le faire. D'ailleurs, nous sommes des femmes, la nature nous a donné, on peut le faire. Et vous voyez, vous avez toutes sortes d'engagés ou d'enragés, comme on veut, sur les réseaux qui vous expliquent que n'écoutez pas les médecins, ils vont vous foutre le bordel dans la tête. Soyez sûrs que les enfants, ça sort sans difficulté. Si vous êtes prête, vous verrez, ça va le faire. Et ne laissez pas les toubibs vous envahir le cerveau avec des idées pourries. Et donc, on a même du mal, des fois, à amener la question de, bon, si ça ne se passe pas nickel bien, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire On a des fois du mal maintenant, avec des femmes qui se mettent en boule en disant, écoutez, vous nous commencez à nous... Voilà. Or, effectivement, c'est pas possible ce truc-là. On ne va pas continuer d'amener des femmes en travail et les laisser dans l'ignorance que dans 40% des cas, ça va se passer avec difficulté. C'est pas... Qui serait d'accord? Non mais franchement quoi, vous avez, je sais pas, n'importe quoi, un voyage, faire des courses, il y a 40% de chances que ça se passe pas comme c'est écrit dans le bouquin de recettes. Non mais qui accepterait de faire ça sans savoir même ce qui va se passer? Mais personne. Eh bien si, nous les femmes, on accepte, on part. Et nous les gynécos, allez, on part là-dedans. Moi je pense qu'en fait, il faut qu'on arrête ça. Il faut être réaliste sur la naissance, voilà. On avait une dernière question de monsieur au fond, Oui. et après on pourra... D'accord. Juste observateur des pratiques sociales dans plusieurs pays, on observe que la régression en fait sur le droit à interruption de grossesse dans plusieurs États, aux États-Unis, au Sud, dans d'autres pays, et
le débat actuel qui traverse la société française, je ne peux que saluer votre courage parce que on verra le 7 juillet ce que ça va donner, mais il est à parier que les conservatismes vont peut-être balayer tous les progrès qui ont été faits pour les femmes depuis les années, depuis le manifeste des 343 salopes. Des 343 salopes, voilà, c'était les progrès qui ont été faits. Et aujourd'hui, tous les progressistes ne peuvent être très inquiets sur les régressions qui traversent le monde sur ce droit. Mais de longue lutte. Donc, être disruptif, je peux que saluer votre courage, madame. Merci. Je vous dis, j'ai convoqué Mandela pour arriver là. Et il faut braver sa peur, il a dit. Okay, donc merci. Moi, je suis d'accord avec vous. Honnêtement, il y a 20 ans, qui aurait dit que les États-Unis allaient renoncer à leur droit à l'IVG sans déconner? Jamais. Voilà. Et on voit bien, hein. On voit très très bien. C'est-à-dire que c'est extrêmement intéressant ce qui est en train de nous arriver là. C'est que on a vu Trump faire, on a vu les femmes américaines et les hommes américains les soutenir, descendre dans la rue. Ici, on a vu la plupart des femmes dire « Non mais c'est affreux quand même, c'est affreux que les femmes n'aient plus accès à l'IVG ». Et les mêmes de dire « Mais je comprends pas pourquoi il a fallu que Macron ait constitutionnalisé le droit à l'IVG. Il est dingue le mec, ici ça va jamais nous arriver. » Ben tiens, voilà du boudin. Et on a beau prévenir les femmes, hein. Allez-y voter pour le RN. Quand on sait ce que ça coûte de maintenir du planning en place, parce qu'en plus c'est les mêmes, c'est-à-dire que, parce que pour moi au moins, il y aurait au moins une posture intelligente. S'il n'y a pas d'accès à l'IVG, alors il y a un accès robuste à la contraception, parce que si on ne peut pas faire l'IVG, il faut alors qu'on ait des contraceptions. Mais en général, les gars qui sont là prônent les deux à la fois. Pas d'accès à l'IVG et pas de contraception. Et donc en fait, on voit bien que la théorie qui prévaut, l'idéologie qui prévaut, c'est le natalisme, quoi, en tant que tel. Voilà. Et effectivement, quand ces gens-là commencent à prendre le pouvoir, l'affaire est sérieuse. Et donc, je voulais dire ça tout à l'heure, j'ai omis, CNews a été obligé de rétropédaler, mais on les a vus faire. Et en effet, c'est porté par Bolloré, c'est pas n'importe qui, Bolloré. Hein. Quelle est la plus grande cause de mortalité au monde? L'interruption de grossesse. Ils vous sortent le chiffre, parce qu'effectivement, en France, par exemple, je ne connais pas les chiffres dans le monde, mais en France, 230 000 interruptions médicales de grossesse pour, je vous ai dit, plus ou moins 750 000 naissances par an. C'est-à-dire un quart des femmes enceintes, 1 million de femmes enceintes par an, un quart choisissent l'IVG. Donc effectivement, 250 000 morts par an, comme disent CNews, ça fait beaucoup. Oui, mais l'affaire, c'est que ce n'est pas des morts au sens administratif et politique et intellectuel du terme. Ce sont des fœtus pour lesquels nous, tous là, les Français citoyens, on a choisi de leur donner un statut à part qui nous donne cette liberté. Et le glissement sémantique est vite fait. 230 000 enfants meurent chaque année des causes en seconde des IVG. Et donc, c'est la plus grande cause de mortalité. Et heureusement, quelques féministes ont entendu le truc passer, c'est parti à l'Arcom, Bolloré a accepté de présenter ses excuses. Mais c'était un coup d'essai. Ne nous inquiétons pas, ça va continuer. Surtout quand notre copine aura pris le pouvoir, là. Alors là, attention. Merci Amina pour ta présence. Merci pour ta passion. Tu es complètement... Merci beaucoup. Merci. Vraiment merci pour ce moment de partage.